Merci Jocelyne. J'espère que vous m'entendez tous. On Euh, t'entend très bien. d'accord. Déjà, je voulais remercier énormément pour cette invitation très chaleureuse, mais également l'UNAFAM, parce que depuis 2007-2008, c'est l'UNAFAM qui nous a accompagnés et qui nous a portés dans le projet de création de ce centre Chrysalide et qui continue de nous donner de l'espoir, de nous coacher, de nous battre ensemble. Et voilà. Donc, si tout cela a été monté, c'est grâce aux soignants, mais aussi grâce aux familles et grâce aux usagers, car nous apprenons tous les jours. Et je vous prends là quelques minutes avant de commencer. J'ai écouté le témoignage de Philippe Amotte et vraiment, merci, merci, merci. Voilà. Et donc, voilà, on va revenir à l'objet de cette présentation. Alors, donc, en mars 2019, un petit peu avant, nous avons été confrontés, comme tout à chacun, hein, je travaille dans un établissement public de santé mentale qui a une couverture du département de l'Oise, à peu près 850 000 habitants. C'est le seul établissement public. Et donc, on a été le premier cluster avec les hôpitaux de Crépy et de Creil. Et nous avons été mis un petit peu dans l'effroi en se disant, mais la plupart des soignants travaillent avec des soignants qui travaillent dans les MCO. Nous avons des personnes hospitalisées, nous avons des personnes suivies en ambulatoire. Et au lieu de se dire, on va se prendre la vague, on a essayé de surfer dessus. Et grâce à cette équipe pionnière et créative, on s'est dit, mais un virus, ça va pas partir en un mois. On va peut-être être déconfiné dans 2 mois, mais du fait de notre expérience médicale et avec les collègues, qu'on allait vivre avec. Et on allait vivre avec pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et fallait gérer ce stress qui est toujours là, hein, puisqu'on vit avec. Et donc d'essayer d'anticiper pour pas qu'on perde espoir, pour pas qu'on arrête nos soins, qui que ce soit, hein, trouble psychique ou pas, voilà. Et de se dire, on construit, on poursuit notre trajectoire, on poursuit notre vie. Voilà, on est tous ensemble, on fait face et on se trouve des outils. Et la plupart des usagers nous disaient, effectivement, comme pouvait dire Philippa, écoutez, moi, le confinement, en fin de compte, c'est ma vie du quotidien. Donc là, les gens vont vivre un peu ce que je vis au quotidien dans l'isolement lié à ma pathologie, lié au traitement, lié à la honte, lié aux difficultés. Voilà, donc c'est les équipes qui nous ont aidés, les usagers, et on s'est inspiré d'un programme existant qui avait été labellisé par l'ARS il y a plusieurs années sur l'hygiène de vie, parce que pour nous, ce qui est important, c'est l'hygiène de vie, la santé en général et la santé globale. Voilà ce qui est important. Donc, Covid ou pas, tuberculose ou pas, virus XYZ ou pas, l'essentiel, c'est notre vie, notre qualité de vie. Donc, l'hygiène de vie, elle a toujours été construite, orientée, pas sur les troubles psychiques, mais sur l'espoir et prendre soin de soi. Alors, je vais essayer de partager mon écran, voilà, avec le diaporama. Hop, si vous l'avez, il va s'ouvrir. Voilà. C'est un peu long. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter ce programme qu'on a construit tous ensemble et puis qu'on a eu la possibilité de mettre en place. Alors, hop, voilà. Je pense que vous avez la première diapositive. On a mis en place et puis on a accueilli plusieurs participants. Parce qu'à Chrysalide, les personnes, ce sont des participants. Ils coparticipent avec nous. Il n'y a plus d'un diagnostic. Hein, c'est quel que soit le trouble psychique. Donc, si je vous remets un petit peu le contexte, mais vous le savez déjà, en termes de psychoéducation et d'éducation thérapeutique, c'est connu depuis très, très, très longtemps. Voilà, ça a été repris dans l'article 69, dans le PTSM, dans tout ce qui est en lien avec la réhabilitation psychosociale, avec la feuille de route.
avec la note de cadrage sur la structuration de l'offre de soins de réhabilitation psychosociale orientée rétablissement, avec également une monographie au niveau de l'ANA pour mars 2019 qui reprend les grandes lignes sur les principes de réhabilitation psychosociale. Donc l'éducation thérapeutique, dès le début, on a souhaité qu'elle soit orientée rétablissement, c'est-à-dire intégrative et intégrée au sein du parcours de l'usager, au sein de son milieu de vie. Et l'éducation thérapeutique, pour nous, elle part des besoins, des souhaits. Il y a une évaluation globale, pluridisciplinaire, qui s'appuie sur les forces et compétences préservées de l'entourage, de l'usager, mais également les ressources qu'a la personne, les ressources auprès de ses proches, mais les ressources au niveau médical, au niveau transport, toutes les ressources. On ne peut pas construire des programmes d'éducation thérapeutique si on n'analyse pas l'ensemble de tous ces indicateurs. Elle doit favoriser l'engagement, l'autodétermination, le pouvoir d'agir. Elle doit restaurer l'espoir en promouvant l'inclusion et le projet de vie. Et puis, elle doit s'appuyer sur des interventions thérapeutiques qui sont basées sur les données de la science ou les données de la littérature, qui sont inspirées. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des choses copier-coller ou prendre, voilà, puisqu'on co-construit avec les usagers. En tout cas, ça nécessite certaines techniques comportementales, cognitives et émotionnelles, des techniques qui s'inspirent de la remédiation cognitive et également ces techniques, pourquoi ? Pour permettre le transfert au quotidien de ce qui est appris. Et comme tout processus, il doit obéir à des critères d'évaluation dans un souci d'amélioration de nos programmes. On n'évalue pas, nous, en tant que soignants, on évalue le processus parce que nous sommes à la disposition des usagers. Donc, je vais vous présenter le programme qui est soutenu et labellisé par la RS Hauts-de-France. Donc, nous l'avons construit en quelques semaines avec l'équipe ETP de Chrysalide, une neuropsychologue, une ergothérapeute, des infirmiers. L'idée, c'était de faire quelque chose un peu un kit clé en main pour tous les professionnels de santé. Et puis, on le donne très, très facilement. Et puis, la deuxième idée, c'était de pouvoir aussi échanger nos expériences. Donc, il y a des outils, il y a un livret, il y a un diaporama. Alors, le livret, c'est pour l'animateur. Il y a des fiches résumées et des fiches exercices. Donc, comme je vous disais, il nous faut des évaluations initiales et finales afin d'établir, dans un premier temps, un bilan éducatif partagé. Nous avons sélectionné plusieurs évaluations, hétéro ou auto-questionnaires, centrées sur l'espoir, la santé, les stratégies de coping, le sentiment d'auto-efficacité personnelle, sur l'estime de soi. Voilà, on a sur un agenda l'humeur, du sommeil, des activités. Donc, on a essayé de faire un petit packaging pour que ça soit le plus simple possible, le moins long et que ça soit le plus, voilà, qui peuvent nous donner des indicateurs. Ensuite, il y a des agendas sur l'humeur, le sommeil. On sait que c'est important à chaque séance de pouvoir donner un agenda et également sur les activités plaisir, une évaluation finale et un questionnaire satisfaction. Donc, le livret de l'animateur, une petite animation. Alors, donc, les objectifs de l'éducation de ce programme, il y a des objectifs généraux. C'était bien sûr d'acquérir des connaissances sur la maladie Covid-19. On se remet en mars, on avait des difficultés. Je ne sais pas si vous aviez voilà, bien intégré ce que ça voulait dire la distanciation sociale, mais la distanciation sociale, ce n'est pas la même chose que la distanciation physique. Donc, ça pouvait poser souci à tout le monde de savoir que veut dire ces distanciations physiques et sociales. Acquérir les gestes barrières et comprendre donc cette distanciation, prendre soin de sa santé, c'était le troisième objectif, et le quatrième objectif général, c'était la qualité de vie. Avoir une qualité de vie et en vivant avec le Covid. Que le Covid soit des gestes un petit peu du quotidien, comme des gestes de prévention qu'on ferait
il y a quelques années en prévention par rapport à la grippe, par exemple. Donc, les séances, dans le manuel de l'animateur, on a structuré avec des fiches pour que chaque personne qui veut l'utiliser puisse avoir une trame. Les séances, il y en a 12. Elles durent à peu près 1 heure et demie. Donc, le déroulé, il y a les objectifs, les moyens, qu'est-ce qu'on va utiliser, le déroulement de la séance. À l'accueil, l'accueil est un temps très important. On commence par un petit exercice en termes de relaxation avec différents outils pour que les personnes acquièrent également et puissent refaire chez elles. Le contenu de la séance, on termine par un exercice de relaxation et il y a la fin de séance où on donne une fiche résumée avec un exercice pour la prochaine séance. Nous avons 12 séances à raison d'une séance par semaine. Donc, la première séance, c'était l'introduction. La deuxième séance, c'est quoi le Covid? La troisième séance, nous l'avons appelée les 2M. La quatrième, comprendre la distanciation physique et sociale. La cinquième, l'hygiène de vie au quotidien. La sixième, bien dans son assiette, bien dans son logement. La septième, sommeil et addiction. La huitième, l'activité physique adaptée. La neuvième, ne pas interrompre le suivi de sa santé. La dixième, faire face à ses émotions. La 11e, activité plaisir, relations sociales et affectives. Et la 12e, mon projet de vie. Donc, vous voyez, dans l'intitulé des séances, c'était rajouter la touche Covid, mais en fin de compte, c'est un programme beaucoup plus global, orienté rétablissement. Et puis, on vit avec et on continue. Et il faut que ça soit ludique et il faut que ça soit participatif. Donc, le livret d'animateur, on a plusieurs outils également durant les séances, soit des vidéos, soit du brainstorming, soit des jeux, soit des mises en situation, un agenda. Par exemple, je vais vous montrer là. Voilà, l'agenda sur les activités physiques, à quel moment, voilà, dans la semaine, qu'est-ce qu'on peut mettre. Un diaporama avec la présentation du programme, où on a commencé la petite séance avec une histoire de Monsieur Martin. Et puis, avec nos collègues de Lille, ils nous ont aidés énormément à animer, voilà, pour que ça soit plus vivant, et puis qu'on puisse discuter, attendre plusieurs jours pour se laver, voilà, les difficiles pour lui faire la lessive, et les gens peuvent donner leurs avis. Ensuite, à chaque séance, il y a une fiche résumée que l'on donne aux participants. Ne pas interrompre le suivi de ma santé avec des références. Pourquoi? On explique. Voilà. Ensuite, une fiche exercice. Alors, assez simple, hein, sur la séance de séance 2, les 2M, pourquoi se laver les mains souvent? Quand faut-il porter un masque? Et puis les observations durant la séance ou un retour par la suite. Donc, nous avons pu accueillir en juin sur Chrysalide et à la fois sur le CATTP du service sectoriel de psychiatrie adulte du CHRU de Lille, qui est également labellisé Centre support de remédiation cognitive et de réhabilitation psychosociale Hauts-de-France pour le Nord et le Pas-de-Calais. 15 participants entre le CHRU de Lille et Chrysalide. Donc, nous terminons là début novembre avec ces 15 participants et d'autres groupes vont se mettre en place. Donc, je vous ai juste donné là un retour sur les animateurs parce qu'ils ont construit ensemble et travaillé entre 2 équipes au sein de la région et puis également du côté des participants. Donc, ça nous a permis, les personnels, dans cet objectif de dynamisme et de créativité, d'interagir, de voir quels outils étaient plus adaptés ou pas, quelles évaluations, une émulation, et on a eu des supports visuels. On a intégré d'autres professionnels, un médecin spécialiste en addictologie. Lorsque les participants ne pouvaient pas venir, on proposait une séance en individuel. Et puis, du côté des participants, eh bien, les personnes, elles ont appris des choses lors des séances. Les thématiques étaient intéressantes. Elles ont pris conscience de l'impact du Covid. Il y a eu des meilleures informations par rapport à ce que pouvaient dire les médias ou autres. Meilleure compréhension, application des gestes barrières, séances pertinentes et intéressantes.
Les participants étaient acteurs et dynamiques lors des séances. Et puis également, les animateurs ont apprécié d'adapter les séances en fonction des retours des participants. Donc, vous voyez, au niveau des participants, c'est vraiment une émulation d'un groupe et reprendre le contrôle, reprendre sa vie avec le Covid. Donc, nos perspectives, c'est cet esprit, vous voyez, cette philosophie de la psychoéducation, de l'éducation thérapeutique, quand vous demandez une labellisation au niveau de chaque ARS. Il ne faut pas oublier qu'il faut construire ces programmes en se basant sur les principes du rétablissement. C'est vraiment en se basant sur les principes du rétablissement qu'on peut être le plus utile pour les usagers, pour retrouver de l'espoir, pour vivre leur vie telle qu'ils souhaitent. Il faut l'infuser, il faut la déployer au sein des pôles sanitaires, mais pas que là, des pôles médico-sociaux, des cliniques privées, au sein des médecins généralistes. Il y a toutes des actions de sensibilisation de tous les professionnels du territoire concerné, des usagers eux-mêmes, des associations. Là, alors, quand je vois ce que j'avais marqué, texte institutionnel, tutelle et ministériel, à l'époque, je me disais, il faut au niveau, en mai, hein, au moment du déconfinement, et j'étais un peu, comment vous dire, sur le sentiment que je ressentais, j'avais un peu pas d'anxiété, mais j'avais une petite colère, parce que je me disais, mais le virus est toujours là, et la prévention et la promotion de la santé, quel que soit, si on n'en fait pas attention, ben on risque d'avoir des soucis à la rentrée. Bon, alors, c'est pas grave, on va s'adapter, hein. On continue. Donc, c'est très, très important, vraiment, l'éducation aux gestes barrières durant le déconfinement et maintenant, et pour tout citoyen. Hein, pour tout citoyen. Les personnes que nous recevons, elles pourraient témoigner de l'importance des gestes barrières et elles les ont toutes acquises déjà en mars-avril et elles continuent à faire leur projet de vie. Voilà. Donc, chapeau du côté des usagers. Poursuivre le déploiement du programme ETP Hygiène de vie Covid-19. Donc, on l'avait mis en ligne, il était à disposition le centre ressources de réhabilitation du Vinatier, puis au sein de notre réseau, et puis également de l'ANA pour toutes les équipes, quelles qu'elles soient, qui souhaitent l'avoir, hein, et puis après l'adapter en fonction des publics qu'ils reçoivent et puis de leur contexte. On a eu 26 demandes en juin, on a eu des retours d'expérience. Là, on va l'adapter de plus en plus au format de téléconsultation. Et puis, on va continuer, on n'a pas que ce programme-là, il y a pour d'autres personnes aussi qu'on construit, mais toujours avec la même philosophie, toujours intégratif et orienté rétablissement, en co-construction avec les usagers, avec les proches, pour les populations spécifiques. Et puis, l'objectif, c'est également de renforcer tous nos partenariats avec les acteurs de première ligne, les médecins généralistes, les infirmiers libéraux, l'éducation nationale pour les jeunes. Voilà, toutes les personnes qui sont en lien avec une population qui potentiellement peut avoir une vulnérabilité, hein, en regardant ce que le colloque. Et puis, il faut vraiment que la prévention et la promotion de la santé soient une cheville ouvrière dans la santé en France et dans l'éducation. Donc, l'impact de la pandémie Covid-19, elle a mis en évidence la pertinence des soins de psychoéducation et d'éducation thérapeutique en santé mentale. L'apprentissage des gestes barrières ont été facilités. Et c'était vraiment des fois un peu perturbant pour nos équipes et moi-même lorsqu'on partait dans l'idée de la stigmatisation parce que la personne avait un trouble psychique, elle ne pourrait pas comprendre les gestes barrières. Non. Voilà. Et ça, c'est vraiment important à expliquer. Tout le monde peut comprendre les gestes barrières. Et tout le monde a envie d'avoir une vie correcte, saine et sans stress. Les programmes de psychoéducation, ETP, construits autour de l'empowerment, permettent aux personnes de faire face et de vivre avec et de poursuivre leurs projets de soins et de vie. Il ne faut pas arrêter les projets de soins et de vie des personnes. L'épidémie remonte,
il ne faut pas arrêter les prises en soin des personnes, il faut continuer leur projet de vie. Et bien sûr, ça a mis en évidence flagrante l'insuffisance de politique en matière de prévention et de promotion de la santé. Donc, grâce à vous, tous ensemble, nous avons besoin de poursuivre ces actions en matière de prévention, d'éducation thérapeutique, de diffusion et de déploiement sur l'ensemble des territoires, de la réhabilitation psychosociale orientée rétablissement. Donc, j'ai repris voilà, une phrase de Patricia Digan. En tout cas, je remercie toutes les équipes, qu'elles soient de Chrysalide ou qu'elles soient du CHRU de Lille, Marion, Julie, Corinne, l'équipe soignante, Émilie, Marie, Jennifer, Cécile, Claire, le Centre Ressources du Vinatier, l'UNAFAM, l'Institut de Psychiatrie GDR, l'unité de recherche INSERM. Voilà. Et je remercie de m'avoir voilà, autorisé à partager notre expérience et de vous la diffuser. Merci beaucoup Marie-Cécile Bralé pour la présentation de ce magnifique programme d'éducation thérapeutique. On souhaiterait qu'à l'occasion du Covid, ça soit finalement peut-être un moment où ce type de programme bénéficierait d'une meilleure promotion, parce que on a vu dans notre baromètre qu'on vient de sortir, qui était donc ce questionnaire adressé à nos 15 000 adhérents et pour lesquels nous avons eu un peu plus de 5 000 réponses, ce qui est vraiment formidable. Nous avons malheureusement constaté, on le savait déjà d'ailleurs, mais ça nous a confirmé le chiffre, que 85% des proches concernés par la maladie psychique n'avaient jamais bénéficié d'éducation thérapeutique. Alors peut-être, et encore, ce sont des proches de personnes qui sont adhérentes à l'UNAFAM, donc qui ont déjà un niveau de connaissance qui n'est pas celui du grand public. Donc, promouvoir l'éducation thérapeutique, peut-être en ayant cette opportunité malheureusement du Covid qui ne va pas nous lâcher, semble-t-il, tout de suite. Ça pourrait être un moment particulier pour ce faire. Alors, on va se tourner vers Pierre avec les questions. Oui, de nombreuses questions pour vous. Alors, on va en prendre quelques-unes. D'abord, les ARS conseillent de faire participer les usagers lors de la mise en place d'une éducation thérapeutique du patient. Comment ont participé les usagers en santé mentale à votre ETP? Alors, ils participent au niveau de la construction des séances, sur la relecture des outils, vous voyez, des fiches résumées ou des séances sur les mots, déjà, sur l'élaboration du programme. Donc, ils donnent leur avis par rapport, parce que effectivement, des fois, moi je suis médecin, parfois je peux avoir encore des mots du fait de ma formation qui sont trop médicaux. Donc l'avis est très très important. Donc ils participent à la relecture et également ce que nous avons mis en place, indépendamment effectivement d'un temps de pérédance, que nous souhaitons recruter, ce que nous avons mis en place, puisque pour participer au programme d'éducation thérapeutique, les personnes doivent être formées aux 40 heures. Et donc, sur l'Oise, nous avons, au niveau de l'UNAFAM, demandé à certaines personnes de l'UNAFAM, là, elles ont commencé, elles sont inscrites avec d'autres professionnels aux 40 heures d'éducation thérapeutique pour pouvoir co-animer avec nous les prochains programmes. Voilà, l'idée, c'est que les gens puissent se former aux 40 heures, donc on leur propose cette possibilité de se former aux 40 heures dans le cadre de nos formations hospitalières. Merci. Question suivante. Tous les usagers sont participants. Qui propose cette démarche aux usagers? Quels sont les critères de stabilisation ou de rétablissement des usagers à qui l'on propose cette démarche? Alors ça, c'est une question. Alors, sur notre expérience sur Chrysalide, l'usager peut s'adresser directement, la famille peut s'adresser directement, les psychiatres libéraux de secteur, les médecins généralistes, les structures peuvent nous adresser, simplement nous contacter sur Chrysalide. Voilà. Donc, en termes de stabilisation,
Alors, c'est les personnes, elles ont toutes des compétences et des ressources. Donc, les seules contre-indications de prise en soin à un instant T, parce que ça ne veut pas dire que 3 mois après, ça ne serait pas possible, c'est les personnes qui viennent juste d'être hospitalisées sous contrainte 24 heures après un épisode psychotique aigu. Voilà. Et les personnes qui sont, voilà, donc, voilà, c'est cela. Et la deuxième contre-indication, les personnes, mais on n'a jamais eu de contre-indication. Les gens, il y a toute une démarche motivationnelle, les équipes de secteur sont sensibilisées, les gens, il n'y a pas. On refuse personne. Voilà, et donc le stade de rétablissement, c'est complexe parce que si vous prenez une échelle comme la story, c'est complexe, c'est pas, on a un entretien motivationnel, on rencontre la personne, tout le monde a des compétences et des ressources, tout le monde a un souhait. Si le souhait c'est juste refaire de la guitare, c'est un souhait. Voilà. Donc on accueille toutes les personnes adultes à partir de 17 ans. Voilà. Après, on est en train de travailler avec nos services de pédopsychiatrie pour aussi mettre en place pour intervenir plus tôt dans le parcours. Donc, mais j'ai pas de critères stricts, j'ai pas de critères de refus. Et si la personne qu'on accueille, elle remplit un dossier de préadmission, elle vient d'entretien motivationnel où elle rencontre toute l'équipe et on lui explique pendant 1 heure. Et la seule chose, la première question que je lui pose, c'est qu'est-ce qui vous gêne dans votre quotidien? De quoi avez-vous envie? Je ne parle pas de la maladie diagnostiquée critériologique DSM. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans une démarche vraiment motivationnelle. Et si la personne, une fois qu'on a tout expliqué, pourquoi elle va voir le neuropsy, qu'on va faire les évaluations et tout cela, au bout d'1 heure, on lui dit, il y aura des évaluations cliniques, neuropsychologiques, fonctionnelles. Ça sert pour cela, pour avoir à un instant T une photographie sur vos compétences, vos points forts, et ce qui est préservé, vos difficultés, et puis c'est vous qui décidez. Et lorsque la personne, elle dit « Ok, ça m'intéresse », elle repart de l'entretien motivationnel avec des rendez-vous déjà, avec le médecin psychiatre pour les évaluations cliniques, le neuropsychologue, l'infirmier, l'ergo si besoin, et la synthèse de restitution. Et les proches sont les bienvenus et tous les acteurs autour de la personne. Donc, dès que la personne sort de ce premier entretien motivationnel, tous les rendez-vous sont programmés avec copie à l'équipe référente. Et puis, si elle nous dit « Non, moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai été c'est un tel et tout », on essaye de créer un peu l'envie et on lui dit « On est là ». Voilà, en tout cas, on s'est rencontrés. Merci, voilà, en tout cas, vous avez fait l'effort de venir, même si vous n'avez pas, si ce n'est pas votre désir, sachez qu'on est là. Donc, j'ai pas voilà. Tout le monde. Merci. Une dernière question pour vous, Marie-Cécile. Comment et quand comptez-vous déployer cette offre d'éducation thérapeutique? Elle est accessible pour ceux qui, il suffit juste d'envoyer Jocelyne Biato à mes coordonnées. On la déploie, elle est déployée sur Lille, on la déploie sur Loing, sur l'Aisne. Elle est déployable, il suffit juste d'envoyer un mail. C'est juste, voilà. Il n'y a aucun souci, les équipes se mettent en visio, elles sont prêtes à vous aider, elles vous donnent voilà, il n'y a pas de... voilà, on la déploie, ça fait des années qu'on la déploie. Après, voilà, plus on est nombreux, plus ça infusera. Donc n'hésitez pas à contacter.